Bonjour tout le monde, merci d'être aussi nombreux dans la salle, cette grande salle hein, qui nous est... Donc on n'a pas de micro, alors on va essayer de faire au mieux pour se faire entendre et je vous demanderai s'il vous plaît de faire un silence de plomb, un silence absolu pour qu'on s'entende bien, surtout qu'on est vraiment particulièrement nombreux aujourd'hui et du coup merci. Moi, je suis Lisa Bellucco, je suis députée de la Vienne et je suis aussi coprésidente de l'Institut Cité écologique que je copréside avec d'ailleurs Claire Monod qui est ici présente. C'est un think tank dont je vais vous parler 2 secondes, mais donc c'est avec ces 2 casquettes que j'ai organisé cet atelier qui s'appelle Écologie ou Barbarie et qui va tenter d'évoquer ce que vivent les écologistes en milieu rural, dans les campagnes et qu'est-ce qu'on propose pour s'opposer à ça en alternative plutôt qu'en opposition. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, alors je vais lire un peu parce que j'ai dormi que 3 heures, parce que je sais pas si vous savez, mais j'ai un bébé d'1 mois, voilà. Bravo. Donc quand j'ai organisé cet atelier, j'avais pas de bébé et je pensais que ça serait super simple à gérer, mais en fait c'est pas si simple. Donc j'ai écrit toute mon intervention qui me permet de pallier le manque de sommeil. Donc je voulais vous dire un mot rapide sur l'Institut Cité Écolo. C'est un think tank qu'on a créé avec un petit groupe de personnes, d'écologistes, qu'on a créé début 2023. Et ce sont des personnes convaincues que l'écologie politique porte en elle un nouvel imaginaire, une vision hors des sentiers battus, capable de réagencer le projet de société autour d'un objectif simple qui est préserver les conditions d'habitabilité de la Terre pour les êtres humains, mais aussi pour tout le cortège de vivants qui nous accompagne, parce qu'on ne peut pas survivre sans le reste du vivant. Nous sommes, et d'habiter évidemment sur cette planète qui est la seule que nous avons, hein, n'en déplaise à Elon Musk. Donc nous sommes de ces acteurs qui veulent contribuer à définir et à diffuser ce nouveau cadre de pensée et d'action, et à faire émerger une idéologie structurée à même d'emporter la bataille des idées, parce qu'on dit souvent les écologistes ont gagné la bataille culturelle, mais pour l'instant ça ne se traduit pas concrètement, ou ça commence un peu dans le nombre d'élus, mais on est encore loin de la victoire absolue. Donc l'Institut vise modestement à contribuer à inventer l'offre politique et à la répandre qui répond au temps de l'Anthropocène. Donc à cette fin, on a décidé d'organiser un cycle de conférences, de séminaires qui s'appelle Écologie et Barbarie. C'est pour ça qu'on a cette conférence aujourd'hui, mais il y en a plusieurs, on en a déjà fait une, il y en aura d'autres. Vous reconnaîtrez la référence, hein, socialisme ou barbarie. Donc écologie ou barbarie, pour placer l'écologie comme nouveau projet de société. L'idée, c'est de pointer la barbarie à laquelle nous faisons face aujourd'hui et le projet que nous proposons en tant qu'écologistes en face pour susciter l'espoir. Alors, la barbarie, c'est quoi? On pense à l'extrême droite, mais pas que. Et c'est ce sur quoi je vais mettre le doigt aujourd'hui dans cet atelier. C'est qu'aujourd'hui, il y a d'autres formes de barbarie auxquelles nous devons nous opposer en tant qu'écologistes ou face auxquelles nous devons proposer des alternatives. Et ce que je veux mettre en avant, c'est que l'écologie politique, elle a ceci d'intéressant qu'elle permet de bousculer le traditionnel clivage gauche-droite. En fait, quand on regarde le paysage politique avec les lunettes de l'écologie politique, on voit que la ligne de rupture, elle se fait plus forcément en termes de gauche-droite. J'aurais des anecdotes à raconter sur ce qu'on vit à l'Assemblée nationale, mais je pense que ça viendra dans le débat. Bruno Latour, qui est mon maître à penser, évoquait les terrestres face au hors-sol, comme nouveau clivage et qui redessine le champ politique. Alors aujourd'hui, les barbares, ce sont ces personnes qui accaparent l'eau, les terres, les semences. Ce sont ces personnes qui polluent sans limite les nappes phréatiques, les cours d'eau, la terre nourricière et l'air, et qui détruisent la diversité biologique des cultures, tout en appauvrissant considérablement nos paysages. Ce sont ces personnes qui détruisent le vivant et le climat au nom d'une soi-disant souveraineté alimentaire, et au nom de la balance commerciale, évidemment. Et tout ça avec la complicité de l'État et des gouvernements successifs, alors de droite comme de gauche, encore une fois. Et ces personnes peuvent menacer de mort des journalistes d'investigation. Hein, ça s'est notamment passé en Bretagne, avec Morgane Large. Je pense que vous avez entendu parler de cette situation.
Ces personnes peuvent aller intimider le président Nature Environnement 17. Je ne sais pas si vous avez vu parler de ça, mais si vous avez entendu parler de ça, mais il y a des militants FNSEA qui sont allés saccager et intimider l'épouse du président de Nature Environnement 17 chez elle. Voilà, sans être inquiétés. Ces personnes aussi peuvent saccager le bureau de la ministre Voynet, hein, déjà à l'époque, puisque des agriculteurs étaient entrés dans le ministère, avaient saccagé son bureau, encore une fois sans être inquiétés. Alors qui sont ces personnes? Qui sont ces barbares de nos campagnes? Comment procèdent-ils? Quel est leur projet? Et quel projet écologique devrions-nous développer pour susciter l'espoir et anéantir leur capacité de destruction? C'est toutes ces questions qu'on va tenter d'explorer aujourd'hui ensemble et d'aborder avec nos trois invités que je vais maintenant vous présenter. Alors, j'ai à ma gauche Marie Pochon, qui est députée écologiste de la Drôme. Elle est militante du climat. Elle a milité d'abord aux côtés d'Alternativa, puis au sein de Notre Affaire à tous. Elle a été collaboratrice de Marie Toussaint sur la justice climatique notamment, et coprésidente de l'association de soutien des soulèvements de la Terre. Alors Marie, c'est une activiste en zone rurale, puisqu'elle est une enfant de la Drôme, et c'est là qu'elle est revenue pour être élue députée en 2022. Et depuis, elle s'engage à la construction d'un projet écolo pour les ruralités au sein de LV, et tous les jours sur le terrain dans la plus grande circonscription de France. Donc elle en fait des kilomètres. Benoît Biteau est eurodéputé et paysan activiste, ça te va comme qualification? Paysan résistant, c'est ton bouquin, je crois. Ingénieur agronome, il est premier vice-président de la commission de l'agriculture au Parlement européen, et auparavant il était vice-président de la région Poitou-Charentes. Et à ce titre, il a mis en place des politiques publiques audacieuses pour accompagner la transformation de l'agriculture, comme il l'a fait lui-même sur sa ferme. Et Erwan Lecoeur, qui nous permettra de prendre un peu de mettre un peu en perspective le partage de nos deux praticiens, nos deux vivants expérimentateurs de la ruralité. Erwan Lecoeur, il est sociologue, politologue, spécialiste de l'extrême droite et de l'écologie politique. Et il a notamment, pour moi ça a son importance, était directeur de la communication de la ville de Grenoble entre 2014 et 2017. Et donc à ce titre, a travaillé sur comment on rend visible et on rend désirable le projet écolo. Enfin, parce qu'on a tout, mais comment on le vend. J'aime pas ce terme, mais je... Alors, la première question, si j'ai invité Marie et Benoît à cette table ronde, c'est qu'ils ont la double casquette. Ils ne sont pas que élus, mais ils sont aussi vraiment des personnes qui vivent et qui agissent en ruralité, dans les campagnes, et qui vivent des choses à ce titre pas toujours super joyeuses et parfois difficiles à vivre. Et c'est ce dont je souhaiterais que vous me parliez. Alors Benoît, en tant que paysan bio très médiatique, il me semble que tu vis au quotidien une pression assez forte et parfois des agressions. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Alors je pense notamment à l'anecdote de la cellule d'émetteur, je te l'ai remis en tête parce que c'est très intéressant, vous verrez. Et est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, nous parler de la mécanique que nos ennemis ont développée pour un peu discréditer et détruire les écologistes, et puis d'ailleurs nous dire qui sont ces ennemis? Je suis paysan, agronome. Je suis élu depuis 2010, d'abord vice-président d'une région qui est celle de Poitou-Charentes, et ensuite depuis 2019, je suis passé par Nouvelle-Aquitaine. Ouais, je vais y arriver parce que vous savez que j'ai normalement mon organe m'aide bien. Et depuis 2019, je suis donc député écologiste au Parlement européen et premier vice-président de la commission agriculture et développement rural au Parlement européen. En vérité, je vais faire des allers-retours entre ces différentes casquettes, mais en vérité, ces phénomènes de barbarie, de violence, d'intimidation, je sais pas comment les appeler, c'est un peu tout ça, hein, avec des niveaux d'intimidation et d'impact qui sont plus ou moins forts. Moi, j'ai commencé à le côtoyer quand j'étais fonctionnaire au parc du Marais Poitevin, et où j'étais recruté, et vous allez voir que ça a un lien avec l'actualité. J'étais recruté à l'époque par l'État français qui était sous le coup je cherche mes mots,
d'un contentieux européen, pardon, sur la gestion du Marais Poitevin et en particulier sur la gestion de l'eau du Marais Poitevin. C'est de ce contentieux que naît la stratégie autour des méga-bassines dont on parle beaucoup aujourd'hui. Et j'étais en charge de rédiger le document, les mesures, les solutions pour que l'État français sorte de ce contentieux européen dont il est sorti en 2005 avec des promesses faites par l'État français pour sortir du contentieux européen, pour mieux gérer le Marais Poitevin. Et si aujourd'hui on est encore dans la situation qu'on connaît sur le dossier des méga-bassines, eh bien c'est précisément parce que ces mesures, ces promesses d'action n'ont pas été tenues, et c'est la raison pour laquelle on est dans cette situation extrêmement dramatique. Et si je vous parle de ça, c'est que j'ai commencé à côtoyer les représailles, les menaces et les intimidations à ce poste-là. Et j'ai l'habitude de raconter que mon ordinateur avait tendance à très souvent sauter par la fenêtre de mon bureau qui était au 2e étage pour se retrouver sur le trottoir de la rue juste en dessous. C'est-à-dire que j'avais des gens, des militants, plutôt de la FNSEA, mais j'avais aussi des chasseurs, parce que j'étais aussi en charge du document d'objectifs Natura 2000, qui régulièrement venaient faire prendre l'air à mon ordinateur par la fenêtre. Voilà, donc ça c'est... Alors, petite anecdote quand même, parce qu'il y a des petits plaisirs dans la vie et il faut s'en satisfaire, c'est que, et je pense surtout à Natura 2000, les chasseurs qui ne voulaient pas qu'on avance sur le DOCOM Natura 2000, une fois qu'on l'a mis en place, après 48 heures quand même de prise en otage à la préfecture de Niort, hein, puisque je suis resté 48 heures en préfecture, je ne pouvais pas sortir de la préfecture parce que j'avais proposé ce fameux document d'objectifs Natura 2000. Dans les mois qui ont suivi, on a commencé à mettre en place les mesures Natura 2000 et les mêmes que ceux qui venaient faire prendre l'air à mon ordinateur dans mon bureau sont venus me voir en me disant « Dis donc Benoît, le périmètre Natura 2000, tu pourrais pas le faire monter de 70 000 hectares qui était son périmètre initial à 110 000 hectares parce que finalement c'est vachement bien ce que vous faites. » Donc voilà, il y a quand même des petits plaisirs dans la vie. Ensuite, après avoir vécu tout ça, moi j'ai eu envie de passer à l'acte, c'est ce que j'appelle ça comme ça, et je suis devenu paysan sur une structure très industrielle, très productiviste. Vous connaissez mon histoire, ceux qui la connaissent pas, elle est écrite dans Paysans Résistants, qui est en vente en dessous. Voilà, mais voilà, je vais pas développer parce que sinon ce serait trop long. Mais j'ai fait la démonstration qu'on pouvait, par rapport à tout ce que tu disais, Lisa, tourner le dos à cette agriculture intensive, productiviste, industrielle, qui mobilise beaucoup d'eau d'irrigation, beaucoup de pesticides, beaucoup d'engrais de synthèse, et réussir à produire autant, et donc tenir la souveraineté alimentaire, sans pour autant dégrader le climat, dégrader la biodiversité, dégrader notre santé. Et forcément, pour ceux qui sont marchands de pesticides, marchands d'électricité, marchands de semences, marchands d'engrais de synthèse, Benoît Biteau dérange. Benoît Biteau dérange. Et donc, j'ai commencé à recevoir au départ des menaces de mort anonymes, soit par écrit, soit par téléphone. Ça c'est, voilà, je m'en suis accommodé. C'est vrai que la première fois, ça fait quand même drôle. Et puis, je suis devenu en 2009 lauréat du Trophée national de l'agriculture durable. Et 2009, hasard du calendrier, c'est juste l'année avant les élections régionales de 2010. Et là, Ségolène Royal, qui a dans sa région le lauréat du Trophée national de l'agriculture durable, me demande d'envisager de devenir vice-président de la région Poitou-Charentes sur les sujets de l'agriculture. Et là, on commence à changer de braquet, c'est-à-dire qu'effectivement, on est élu, je deviens vice-président, on fait des trucs un peu originaux, comme on était la seule région en France qui ne finançait plus les chambres d'agriculture, parce que le projet des chambres d'agriculture n'avait rien à voir avec le projet politique sur lequel on avait été élu. Et donc c'est la seule région de France qui dit « Nous, on ne finance pas les chambres d'agriculture parce que le projet n'est pas cohérent et on ne se désengage pas de l'agriculture. On transfère le 1,5 million qui était dédié aux chambres d'agriculture vers un réseau de développement agricole alternatif. Et comme Ségolène et Maline, a mis 100 000 € de plus, ce qui fait que la communication a été de dire on ne se désengage pas du tout de la chose agricole, bien au contraire, on s'engage encore plus, mais on le fait avec les gens qui sont en conformité avec notre projet politique. Et là, les menaces de mort, on a changé de cran, et c'est d'ailleurs elle qui a pris l'initiative d'un dépôt de plainte, donc là je commence à déposer plainte sérieusement, et a fait une communication, et là, effectivement, ça a calmé le jeu, et ça s'est arrêté. Ensuite, je deviens député européen. Donc on change de braquet, justement parce qu'on a fait des choses intéressantes en région Poitou-Charentes et que ça a été repéré. Et que un garçon que vous connaissez qui s'appelle Yannick Jadot, tout le monde là,
m'a demandé d'envisager de prendre la suite de José Bové qui ne voulait pas repartir, et donc c'est comme ça que je deviens en 2019, et José Bové avait déjà proposé que je le fasse. Je deviens député européen et je m'implique et j'essaie de changer les choses sur des sujets pas du tout polémiques, qui est la PAC, qui représente plus du tiers du budget total de l'Union européenne, de l'eau, des OGM, enfin des sujets qui vont bien, où il n'y a pas du tout de voilà, il n'y a pas du tout de tension. Et là effectivement on voit monter la tension. Et la mécanique se met en place et c'est la deuxième fois que j'en parle, parce que Lisa m'a demandé de participer à cet atelier. J'en ai parlé à l'Assemblée Générale de la FEV pour ceux qui étaient là, certains étaient là. Et voilà, donc je lève un peu des voiles de pudeur par rapport à ça, parce que c'est pas facile d'en parler. Et donc la mécanique commence par les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on a un réseau social que vous connaissez tous, qui est Twitter, qui s'appelle X maintenant, que moi j'appelle le lisier numérique, c'est-à-dire que c'est mes références agricoles, le lisier numérique, et donc tout simplement parce que c'est là que commencent les calomnies, les mensonges, les diffamations, les tentatives de disqualifier, de discréditer l'élu que je suis, le paysan que je suis, parce qu'il m'attaque aussi sur mes activités professionnelles, alors que j'ai fait la démonstration de l'efficacité, et notamment grâce à cette récompense qui est le Trophée national de l'agriculture durable. Mais sur les réseaux sociaux, ils démentent tout ça. Et donc, ils sont dans une stratégie qu'on appelle la dark RP, c'est-à-dire la réputation publique noire, c'est-à-dire qu'ils cherchent vraiment à nous disqualifier. Et puis, plus on agit, et plus leur niveau d'agressivité, c'est corrélé. Et on passe à des appels à la haine, à des appels à la violence, voire des appels au meurtre. Et là, on porte plainte, parce qu'on est obligé de porter plainte. On porte plainte contre les messages qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Et il ne se passe rien. C'est classé sans suite. Et donc, ça continue. Et ça déclenche un mécanisme très simple, c'est que comme ça continue et que personne n'arrête ça, des gens, peut-être à l'esprit plus simplet, je vais les appeler comme ça pour pas être trop désagréables, pensent qu'ils peuvent passer à l'acte. Et donc ceux-là passent à l'acte. C'est-à-dire que depuis 3 ans, si je résume un peu tout ce que j'ai vécu, on m'a tiré 2 fois dessus avec une arme à feu. 2 fois dessus avec une arme à feu, et j'étais pas tout seul. Il y avait, la deuxième fois, il y avait 4 personnes, on était en train de déjeuner, 4 personnes en train de déjeuner, mon épouse, un de mes salariés et sa compagne, et le type arrive et il nous tire dessus. Je raconte des petites anecdotes, je t'avais promis que je le ferais. Et là, je me rappelle que au mois de mai 2019, quand je suis élu, le chef de brigade de ma gendarmerie était débarqué avec sa petite voiture bleue, ses 2 adjoints de gendarmerie, pour me féliciter de mon élection, me dire qu'ils étaient parfaitement honorés que le seul député de la zone Poitou-Charentes soit sur leur canton et qu'ils allaient tout mettre en œuvre pour le protéger. Super. J'avais rien demandé, c'est eux qui viennent me proposer leur service. Je dis, c'est génial, un élu de la République protégé. Et puis là, cet après-midi de mai, on me tire dessus, mon épouse appelle la gendarmerie et ils nous disent, ben, on peut rien faire, on peut rien faire. Donc on nous tire dessus, la gendarmerie se déplace même pas. Et c'est moi qui, avec ma voiture, intercepte le type qui me tire dessus, donc on sait qui c'est. On porte plainte, enquête, classé sans suite, il n'y a pas de blessés, donc classé sans suite. Alors que l'officier de gendarmerie qui a pris ma plainte parle d'attentat. Donc ça, il faut que vous entendiez ça quand même. Ensuite, quelques mois après, donc ça c'était mai 2020, quelques mois après, octobre 2020 ou 2021, non 2021, ils viennent polluer un lot de 15 tonnes de sarrasin. Je produis du sarrasin, ils viennent mettre des graines de datura dans le sarrasin. C'est impossible de séparer du datura du sarrasin. Et donc, on détruit le lot de sarrasin. Donc, ça a aussi un impact économique. Et c'est aussi leur stratégie. Ils s'appuient sur l'épuisement et l'assèchement financier. C'est ça aussi leur stratégie. Ils nous épuisent et ils tentent de nous assécher financièrement. Ensuite, en janvier 2022, on a semé des graines de datura dans mes champs pour que cette plante extrêmement toxique pousse dans mes parcelles alors que je suis indemne de datura. Toujours des plaintes, enquête, tout ça, mais toujours sans suite. Et puis, en septembre 2022,
on balance des bouteilles, des bidons d'un litre d'allume-feu barbecue dans l'enceinte de ma ferme, avec un message très clair, une ferme ça brûle bien. Et toujours plainte, mais ils disent ouais, on sait pas, voilà. Et là, plus récemment, c'était en mai 2023, on a libéré mes bovins, j'avais 40 bovins sur une zone de marais, on a libéré mes bovins et on les a laissés partir sur une route nationale, donc vous voyez ce que ça peut provoquer de désordre, toujours une plainte et toujours rien. Donc ça, c'est ça la mécanique, c'est-à-dire le numérique, le dark RP et ensuite des gens qui passent à l'acte, c'est-à-dire que ces gens spéculent sur la possibilité que des esprits plus simples passent à l'acte. Et ils donnent l'impression d'être des mouvements de fond importants dans des stratégies qu'on appelle l'astroturfing. Alors je suis désolé, c'est des anglicismes, mais le numérique c'est beaucoup d'anglicismes. Et donc l'astroturfing, c'est par exemple des communautés qui se créent, comme une communauté, je ne sais pas si vous avez vu ça, de paysans défenseurs du glyphosate. En vérité, la naissance de cette communauté, c'est Bayer qui la crée, qui disent regardez, on a des paysans, enfin des exploitants, faut être clair, des exploitants agricoles qui défendent le glyphosate. Et donc ils créent ce truc. Et effectivement, ils font remonter avec eux des agriculteurs qui se reconnaissent dans ce truc-là. Mais au départ, c'est pas des agriculteurs. On a eu la même chose avec... j'ai perdu le fil, mais peu importe. Enfin, voilà, c'est ça l'esprit de l'astroturfing. Donc, voilà comment ils constituent des communautés, les agrotwittos, pour ceux qui suivent un peu Twitter. Les agrotwittos qui sont très très présents. Et je vais parler de ça parce que les agrotwittos, en vérité, c'est une communauté qui a été mise en place par des entreprises de communication. C'est-à-dire que par rapport à tout ça, on a cherché à comprendre, et c'est pour répondre à ta dernière question que je viens là-dessus, on a cherché à comprendre qui étaient ces gens-là. Et on a regardé qui était derrière les agrotwittos, qui était derrière ce groupe créé en astroturfing de défense du glyphosate. Et on se rend compte que c'est des agences de communication, et derrière ces agences de communication, des lobbyistes. On a par exemple une entreprise qui s'appelle Amos Prospective, dont le créateur est quelqu'un que vous connaissez peut-être, Gilles Rivière-Wechstein, qui est un lobbyiste qui prend un bifton de 300 000 € par an, rien qu'avec Bayer. Et ce type-là est payé par des grandes entreprises pour faire de cette communication désastreuse sur les écologistes, sur les combats qu'on mène, et continuer de faire la promotion d'une agriculture basée sur les méga-bassines, sur les pesticides, les engrais de synthèse et l'irrigation. Et donc, c'est comme ça qu'ils font monter la sauce, et ça va très loin. C'est-à-dire que ce type, et la procédure est en cours, mais je vais vous la raconter quand même, ce type s'est attaqué à mon épouse, parce que c'était un moyen de m'atteindre, le jour où son nom de domaine était retombé dans le domaine public, où il fallait le renouveler plutôt, il a acheté son nom de domaine, il est rentré dans son site internet, il a modifié le contenu du site, et une fois qu'il a modifié le contenu, il a fait un article sur ces médias que sont Agriculture Environnement, il en a un autre, je ne sais plus comment ça s'appelle, bref. Et il a fait des articles avec du contenu qu'il avait créé lui-même en piratant notre site. Et donc on s'est inquiété de tout ça, on a fait des enquêtes, et le hasard a fait, et je finis là-dessus, le hasard a fait qu'une entreprise que vous connaissez peut-être, qui est Léa Nature à La Rochelle, est victime aussi de ces agressions numériques, et parfois plus, et a engagé un détective pour essayer de comprendre quelles étaient les mécaniques qui conduisaient à ça. Et donc, comme ils savaient que nous, on avait travaillé, ils ont associé mon épouse dans la recherche de qui étaient ces gens-là. Et donc, aujourd'hui, on a quand même une petite idée de qui sont derrière, enfin, une idée même précise de qui sont derrière ces trucs-là et comment ces gens-là arrivent à nous atteindre. Et puis, je conclus sur l'anecdote cellule Déméter. Donc, quand on vit tout ça et qu'on est paysan, on a normalement... puisque l'État français, le ministère de l'Intérieur, a conclu un accord avec la FNSEA pour protéger les agriculteurs des risques de destruction, d'invasion sur notre site par des activistes. Et donc, je me fais un plaisir, et à l'officier de gendarmerie qui reçoit ma dernière plainte, je lui dis, mais quand même, je suis agriculteur, je vis des trucs assez incroyables, et on a une cellule Déméter qui est là pour nous protéger. Je vous laisse apprécier la réponse de l'officier de gendarmerie. Mais monsieur Biteau, vous n'êtes quand même pas sérieux.
la cellule Déméter, c'est pas pour vous, vous êtes écologiste. Voilà. C'est de la barbarie. Ben oui. Edgar Morin parlait de la barbarie, enfin je finis là-dessus, mais Edgar Morin parlait de barbarie au moment des élections. Il disait, attention, on a connu la barbarie, celle que moi j'ai connue en tant que résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette barbarie, on la connaît, elle est facile à identifier, elle est facile elle est palpable, quoi. Et puis il y a l'autre barbarie, plus rampante, plus insidieuse, qui est celle que nous propose la République En Marche. Voilà. Merci pour ce témoignage. Je veux qu'on passe du temps sur les expériences parce qu'il faut bien qu'on se rende compte tous de ça. C'est ce à quoi on doit faire face aujourd'hui en tant qu'écologiste. Il y a un autre pan, c'est ce que vivent les militants associatifs écologistes qui luttent pour... et vous avez sûrement vécu des choses aussi, d'ailleurs on prendra un petit temps pour en discuter juste après l'intervention de Marie. Mais Marie, je te propose que tu nous dises un mot sur ce que vivent les militants écologistes, les militants des ONG qui luttent par exemple pour la reprise des terres, comme les soulèvements de la terre, et qui luttent pour en fait remettre des gens dans les campagnes, réinvestir les campagnes et apporter un projet écologiste dans les campagnes. À toi de jouer. Je vais pas trop parler de mon expérience. Je crois que celle que tu as décrite, Benoît, est assez saisissante. Et par ailleurs, effectivement, on va faire un petit tour des expériences vécues dans la salle. Je crois que chacune a pu vivre aussi des expériences de menaces, voire pire, dans sa vie militante ou d'élu ou enfin voilà associative à l'échelle locale, que ce soit en territoire rural ou ailleurs. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une pression encore plus importante et c'est de plus en plus compliqué de se dire écologiste sans être par ailleurs encarté en territoire rural, parce que derrière on a la couche de mépris, de menaces, etc. qui peut venir peser sur nous, sans aller jusqu'à la violence que tu as pu vivre, Benoît. Mais je voulais effectivement faire un point sur le contexte général d'une sorte de normalisation d'une violence envers les écologistes et une sorte d'autorisation à la violence envers les militants écologistes. Vous dire quand même un tout petit mot sur mon expérience personnelle. Elle est très très courte, donc c'est pas, c'est un peu, ça va. Oui, j'espère pas pouvoir faire les mêmes discours que toi dans quelques années, Benoît. Je le souhaite pas. Non. Mais moi j'ai milité effectivement, je suis rentrée dans la vie associative avec Alternativa en gros en 2015 au moment de la COP21. Donc j'ai participé comme un certain nombre de militants écologistes à un certain nombre d'actions à ce moment-là. C'était les faucheurs de chaises dans les BNP, c'était quoi d'autre? Pardon, c'était des occupations de banques effectivement dès qu'on le pouvait, ou des peinturlurages, je ne sais pas comment on l'appelle. Moi, je suis rentrée très rapidement ensuite à Notre Affaire à tous, dont j'ai été directrice puis secrétaire générale. J'ai accompagné Marie Toussaint effectivement dans l'ensemble de ses combats sur la justice climatique. Et j'ai été une de celles qui a co-initié une association qui s'appelle aujourd'hui Terre de lutte et qui vient en soutien à des luttes locales contre des grands projets inutiles, imposés et destructeurs sur l'ensemble des territoires. C'est notamment eux qui sont à l'initiative du grand rassemblement qui a eu lieu au début du mois d'août au Larzac, mais par ailleurs tout ce large mouvement accompagne ce qui s'appelle désormais les soulèvements de la terre, dont Europe Écologie Les Verts fait partie, et dont nous sommes un certain nombre à avoir apporté leur soutien. Moi, on a fait appel à moi il y a quelques mois pour devenir une des coprésidentes. On est 20 coprésidents de l'association de la défense des terres, qui apporte un soutien financier et moral et en termes de communication au soulèvement de la terre. Donc c'est 20 coprésidents, il y a 2 députés dedans. Moi je suis une des 2 députés avec Maxime Lenné qui est un député LFI, et on a un certain nombre de personnalités du monde de la culture, des arts, du monde intellectuel qui font partie de
ces coprésidents qui viennent en soutien au soulèvement de la Terre, mais on y viendra dans la deuxième question. Je vais essayer de pas être trop longue pour que tout le monde ait bien le temps de parler. Moi, je voulais juste revenir sur cette question de la justice climatique et de mon engagement à Notre Affaire à tous. Pour moi, ça n'a jamais été contradictoire du tout. Ça venait même justement accompagner toutes les actions de désobéissance civile qui se nouaient dans le mouvement climat et qui ont commencé à se nouer depuis très très longtemps par ailleurs, sur la remise en question du droit existant et sur la remise en question finalement de la légitimité, de la légalité de certaines activités ou de certaines choses dans notre système institutionnel de la Ve République. Notre affaire à tous, ça a toujours été le combat de notre affaire à tous, qui est de construire un droit climatique et de fait de critiquer le droit existant, la légalité de ce qui est aujourd'hui de nos institutions, pour dire qu'aujourd'hui elles ne peuvent pas s'attaquer à la crise climatique et à la crise environnementale. Finalement, il y a un certain nombre de choses qui sont aujourd'hui tout à fait légales, qu'on a tout à fait le droit de faire en termes de destruction du vivant et de destruction des écosystèmes, qui pour autant remettent en question l'habitabilité de la Terre, remettent en question un certain nombre de droits humains fondamentaux ou de libertés individuelles, et de fait qui sont pas forcément légitimes ni justes et qu'il nous faut aujourd'hui combattre. Donc c'est le combat de notre affaire à tous. On a pu œuvrer notamment pour faire condamner l'État français en justice pour inaction climatique ou pour carence fautive. Et finalement, l'ensemble des actions de désobéissance civile, et là je pense notamment au décrochage de portraits d'Emmanuel Macron, qui a été une grande campagne d'Alternativa que nous avons accompagnée avec notre affaire à tous, a pu démontrer l'illégalité de l'inaction de l'État, et finalement c'était l'État qui était en situation d'illégalité et qui était criminel à ne pas agir pour le climat ou la préservation du vivant, par notamment la reconnaissance de l'état de nécessité dans un certain nombre de procès qui ont eu lieu pour les décrocheurs de portraits d'Emmanuel Macron. Je me perds un petit peu, je suis un peu fatiguée. Mais il y a eu effectivement 6 relax sur les 31 procès de décrocheurs de portraits à l'époque, notamment sur l'état de nécessité, mais aussi la liberté d'expression, et on y revient aujourd'hui sur la question des soulèvements de la Terre. Et on a eu notamment une décision qui était assez importante en 2020 devant le tribunal de Foix, avec 21 militants qui avaient repeint des bidons de Roundup qui ont été relaxés sur l'objet de l'état de nécessité. Et finalement, on reconnaissait leur intérêt à agir et la légitimité de leur action de désobéissance civile qui contrevenait au droit existant pour dénoncer effectivement ce qui s'apparente à un écocide, notamment l'utilisation de Roundup. Je m'arrête là pour cette première partie et je passe à la deuxième. On est dans une situation de plus en plus, effectivement, où on a une sorte de normalisation de la violence, du discrédit, de menaces qui pèsent aujourd'hui sur les militants écologistes partout en France. Je voulais vous faire un petit récap. Lisa, tu en as un petit peu parlé en introduction, mais je pense que c'est important qu'on ait tous en tête dans le moment politique dans lequel nous sommes en termes de menaces sur les militants écologistes. Bien évidemment, il y a la menace de dissolution et la procédure qui est en cours sur la dissolution des soulèvements de la Terre, qui a été retoquée. Je pense que Benoît, tu en parleras tout à l'heure. Pour l'instant, sur le référé suspension. Donc on n'est pas encore sur une procédure sur le fond, mais il n'empêche que c'est une première victoire qui a été reconnue par le Conseil d'État sur une forme de légitimité de la désobéissance civile dans le cas des soulèvements de la Terre. La dissolution des soulèvements de la Terre, il faut se rappeler qu'elle a été demandée par la FNSEA, qui a menacé ouvertement le gouvernement de ne plus tenir ses troupes donc il faut se dire, hein, c'est un syndicat qui est reconnu, qui tient l'ensemble des chambres d'agriculture quasi, quand c'est pas la coordination rurale. Oui, donc, mais qui effectivement a demandé la dissolution des soulèvements de la Terre et qui du coup a pu obtenir victoire. C'est pas la première fois qu'ils obtiennent victoire, puisque c'est quelque chose d'assez normalisé. La menace contre les militants écologistes, elle est mondiale, mais elle se développe de plus en plus en France. On dénombre depuis 2012, ça c'est un chiffre de Global Witness, plus de 1733 militants écologistes un peu partout dans le monde qui ont été assassinés pour leur militantisme. Entre 2015 et 2022, FNE, France Nature Environnement, a fait un décompte en France
donc ces dernières années, et ils ont décompté parmi leurs membres 52 cas d'agression, d'atteinte aux biens ou de menaces parmi les membres de FNE. Et on peut en compter d'autres. Et je voulais vous faire la liste juste de ce qui s'est passé rien que cette année, donc depuis janvier. Et sans doute que vous avez tous un petit peu ça en tête, mais qu'on se le remémore. Le 18 janvier, 2 militants anti-chasse sont roués de coups par des veneurs en forêt de Compiègne. Le 30 janvier, Paul François, qui est un céréalier connu de la lutte anti-pesticides, il avait notamment fait condamner Bayer Monsanto, s'est fait agresser par 3 hommes cagoulés, il s'est fait rouer de coups et a été forcé à ingérer des substances toxiques. Le 23, entre la nuit du 23 et du 24 mars, c'est la journaliste effectivement Morgane Large qui s'est vue pour la 2e fois menacée, puisque c'est les roues de sa voiture qui ont été déboulonnées et sabotées. Comment ? C'est pas une menace, c'est une tentative d'homicide. Oui, une tentative d'homicide, tout à fait, pardon. Le 25 mars, c'est une nouvelle agression contre 2 militants de l'ONG Sea Shepherd, là c'est pour aller sur les enjeux des pêcheurs, qui a eu lieu entre le 27 et le 29 mars. C'est 30 à 40 pêcheurs du Morbihan qui ont jeté des centaines de caisses de poissons vides chez la présidente, donc dans le domicile de la présidente de Sea Shepherd. Le 31 mars, c'est l'incendie du siège de l'Office français de la biodiversité de Brest. Là, pareil, par des collectifs de pêcheurs en colère. Et ça fait suite à la multiplication aussi de scarifications sur des dauphins, notamment, qui avaient été trouvés tous les mois précédents. C'est la première fois, en tout cas, chez l'ensemble de ces mouvements, que ce soit FNE ou Sea Shepherd par exemple, ils remarquent une recrudescence ces dernières années. C'est aussi suite à la guerre en Ukraine et un certain nombre de pressions, de plus en plus de législation finalement en matière écologique. Il y a de plus en plus de pression, en tout cas sur la question écologique. Il y a une ressentie. Tous remarquent en tout cas une multiplication des attaques sur les personnes, des choses qu'on voyait un petit peu moins auparavant. Et là, on attaque directement le domicile ou des personnes en soins. Face à tout cela, tous les militants remarquent aussi qu'il y a peu de protection d'État, et ça c'est peu de protection des forces de l'ordre ni de l'État de manière générale, parce qu'il y a aussi le développement d'une autorisation finalement de la part de l'État d'une violence envers les écologistes, d'un mépris, d'une haine contre les acteurs écologistes de manière générale. Je ne vais pas revenir, et on pourra peut-être en débattre, mais sur la question de l'utilisation des termes par Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, en parlant d'écoterrorisme ou en parlant de terrorisme intellectuel pour celles et ceux qui ne pensent pas comme lui et qui sont en opposition au projet politique qui est porté aujourd'hui par le gouvernement. Pas revenir non plus sur la création de la cellule Déméter et tout ce que ça a pu avoir comme effet derrière sur les violences faites aux écologistes. Mentionner quand même la question de la loi séparatisme et le contrat d'engagement républicain qui aujourd'hui limite énormément l'action d'élus écologistes, mais d'associations aussi écologistes, puisque toute action de désobéissance civile se voit contrevenir au contrat d'engagement, au contrat républicain. Et c'est des choses par ailleurs qu'on observe, mais je pense qu'on ira un peu plus tard dans la conférence sur le dessin de ce qu'est l'arc républicain aujourd'hui, qui s'appesantit seulement sur la forme et sur la méthode, mais pas du tout sur le fond et l'appartenance finalement au projet républicain. Et ça, on le voit dans une sorte d'intégration de fait du Rassemblement national à ce qui est l'arc républicain, parce qu'ils sont très calmes et très bien habillés, et finalement ils correspondent à cette définition de l'arc républicain telle qu'elle est dessinée par La République en marche, et avec une expulsion de fait de ce que c'est de ce qu'est cet arc dans les institutions mêmes de notre République. En fait, ce que je voulais... j'ai encore un point et puis un petit mot de conclu. En fait, ces violences-là, elles sont autorisées puisque face à des militants qui sont les seuls
et notre mouvement politique y appartient aussi, à remettre en cause ou en questionner en tout cas les modes de vie, questionner la manière dont sont organisées nos sociétés, et l'ensemble des autres forces politiques qui sont aujourd'hui représentées dans le pays ne remettent fondamentalement pas du tout en cause nos modes de vie, la manière dont nos sociétés sont organisées, que ce soit le Rassemblement national ni la République en marche. On est dans une logique où on froisse le moins possible les habitudes existantes, et je pense que l'exemple de la fin des tickets de caisse cet été est un très bon exemple de la manière dont le gouvernement a choisi de faire face à la crise écologique, c'est-à-dire en prenant vraiment en utilisant des leviers qui finalement vont froisser le moins de personnes possible, parce que dès qu'il s'agit d'attaquer effectivement celles et ceux qui sont à la cause de la crise écologique ou environnementale, il y a trop d'intérêts en jeu, le rôle des lobbies est assez important, et finalement tout le monde se rétracte. Et là, les forces qui sont aujourd'hui visées par cette barbarie, c'est bien celles qui dénoncent un système qui est absolument destructeur et qui remet en cause nos conditions de vie. Il y a une omerta incroyable, je crois que ça a été bien démontré par le déplacement de Marine Tondelier dans le Lot-et-Garonne, qui est un événement que j'ai oublié de mentionner, mais qui a eu lieu en mars dernier, où on voyait finalement une coordination rurale qui tient la Chambre d'agriculture dans le Lot-et-Garonne, qui, par ses menaces auprès des membres de la préfecture, mais jusqu'au plus haut niveau de l'État, finalement se permettent des violations permanentes à l'état de droit et aux règles existantes, jusqu'à menacer une secrétaire nationale d'un parti reconnu. Mais bien évidemment que ces menaces-là, elles sont quotidiennes pour l'ensemble des militants dans le Lot-et-Garonne, et c'est cette omerta que ça a pu montrer. Je vais en terminer là avec l'ensemble de ces exemples-là. Dans la préparation de cet atelier, je me suis aussi notée, mais je pense que vous avez vu passer les articles ces derniers temps, sur la violence qui est autorisée de la part de celles et ceux qui nous attaquent. Et là, je pense notamment aux syndicats majoritaires de la FNSEA, dont certains journalistes ont fait des recherches sur sur l'ensemble des attaques, l'ensemble des attaques à l'état de droit et à des préfectures, à des écologistes, à des institutions républicaines qui ont eu lieu ces 40 dernières années par la FNSEA. C'est un syndicat qui a toujours utilisé la violence et qui a été même, dès 1967, qui a été défini par la gendarmerie comme un commando fortement organisé. Ça, c'était à Quimper, donc dans une des premières actions qu'ils ont menées en 1967, où des motos de gendarmes avaient été incendiées, etc. Ça, c'est un mode d'action qui a été utilisé, qui continue d'être utilisé par le syndicat majoritaire, et sur lequel, finalement, une certaine omerta, une certaine normalisation existe. Et peut-être qu'on pourra y revenir, mais je suis absolument trop longue. Juste pour répondre finalement à ta question sur ce que je vis. Et je vais être très très courte, parce que ça fait que 1 an que je suis élue, donc j'ai pas vécu grand-chose encore, j'imagine. Mais je voulais juste ajouter un point. Parce que j'ai pas du tout vécu la violence que tu as pu vivre, et je pense qu'on est on est aussi à un autre niveau, mais je voulais quand même parler du fait d'être aussi une jeune femme, et je pense que ça joue aussi, pas forcément dans la violence qu'on peut subir, mais dans une forme de mépris. Quand on est une jeune femme élue, jeune femme écologiste élue dans un territoire rural, on subit une sorte de mépris généralisé et une sorte de dénigration permanente de ce que nous sommes, des idées qu'on peut porter. J'ai peu d'expérience à vous porter, mais vous pouvez, je pense, imaginer ce que c'est de siéger pour la première fois dans un comité loup. Alors, il y a beaucoup de prédation dans la Drôme, donc c'est un petit sujet. Et de fait, je me suis rendue à tous les comités loups du département, et de siéger pour la première fois en tant que jeune femme écologiste dans un comité loup, entourée par le président de la Fédé de chasse de la Drôme, de la Chambre d'agriculture, de la FDO, la Fédération des éleveurs ovins, du préfet. On est dans une sorte
enfin, je sais même pas le décrire, mais c'est assez lourd et c'est très très compliqué de tenir le coup, de pas se faire couper la parole, d'avoir un discours qui est compris et qui est entendu dans ces instances-là. Et ça, c'est l'exemple majeur, mais sur un certain nombre de dossiers, il y a un enjeu aussi de genre qui est compliqué, mais je pense que dans le tour, peut-être que des femmes pourront aussi témoigner de ce que c'est que de militer en tant qu'écologiste dans des territoires où c'est pas forcément la norme, et ce sera intéressant de vous entendre. Voilà. Je leur avais dit de faire court. Non mais là, c'est vraiment intéressant qu'on passe du temps sur les expériences vécues parce qu'il faut vraiment qu'on mette des mots sur ce à quoi on fait face. Et du coup, je voudrais vous laisser la parole parce que on n'a jamais le temps pour les questions à la fin, on n'a jamais le temps de dire ce qu'on a à dire. Et donc, très vite, en une phrase ou deux, si certains veulent nous apporter des témoignages de ce qu'ils vivent en tant que militants écologistes, un peu dans ce même esprit, pour illustrer le tableau et compléter la description. Et je voulais proposer à Claire de commencer à nous partager ça, parce qu'elle est élue à Région Bretagne, et on sait que là-bas, il y a des fortes tensions entre les agriculteurs, l'agriculture très intensive, et puis les écologistes. Et ensuite, si d'autres veulent dire vraiment 2-3 phrases ce qu'ils vivent. J'ai moi-même été victime l'année dernière d'une agression très violente de la part du vice-président à l'agriculture à la sortie du débat sur les algues vertes. Suite à cette agression, j'ai porté plainte, une plainte qui a été classée cet été. Alors, en l'occurrence, c'est intéressant de se dire à quelle étape, quand on va dans le processus de dépôt de plainte, puisque une grande partie de la situation grave, des situations graves qu'on peut vivre, c'est des situations en escalier, c'est-à-dire que ça commence par des petits messages un petit peu ce serait bien que tu fermes ta gueule, ce serait bien qu'on t'entende pas, etc. Et puis après, ça va dans la menace directe, et puis après, ça va aller dans des actes beaucoup plus graves que ceux que peuvent vivre Morgane Large par exemple, ou Benoît. On parle de tentative d'homicide et donc on parle d'actes criminels. Et en fait, ce qui se passe entre les deux, c'est des étapes bâclées, c'est des enquêtes qui n'ont pas lieu. Fabrice Hamon, qui a été aussi victime qui est un lanceur d'alerte indépendant dans le Finistère, qui a été victime d'une tentative d'homicide. Les gendarmes lui ont dit « on va pas aller voir vos voisins agriculteurs pour les interroger parce que en fait, ça va vous causer plus de problèmes après ». Donc ça veut dire qu'on ne va pas faire d'enquête, alors qu'on sait très bien que potentiellement c'est eux qui peuvent être les auteurs des faits. On ne va même pas aller les voir pour les interroger. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Et moi, le procureur écrit noir sur blanc. Donc en fait, la personne qui est en face de moi, j'ai la chance qu'elle est... Bon, il y avait 15 témoins, donc c'est difficile de ne pas le faire, mais il reconnaît les faits, il reconnaît qu'il a dit vous allez avoir des problèmes, si vous nous tapez dessus, on va vous taper dessus, etc. Donc il le fait dans sa déposition. Donc c'est des menaces caractérisées, puisqu'elles sont répétées, réitérées. On est tout à fait dans le cadre du droit. Et moi, je savais en déposant ma plainte que j'avais pas d'inquiétude à avoir là-dessus, puisqu'il n'y avait même pas parole contre parole. Et le procureur dit oui, mais c'est pas des violences caractéristiques. Et pour Benoît, c'est pareil, c'est oui, mais finalement, il n'y a pas eu de blessés. Finalement, elle n'est pas morte, la journaliste. Il n'y a pas eu d'accident de voiture. Et en fait, on a des plaintes qui sont classées comme ça, et on a une impunité qui se construit. Et ça, c'est très important. Donc, je vous invite à lire le livre de Nicolas Legendre qui s'appelle Silence dans les champs et qui raconte comment se construit cette omerta, à la fois les non-dits, les peurs croisées, la façon dont on est facilement esselé dans ces situations, parce qu'en fait, la réaction première de tous les gens qui sont autour de vous, c'est « Ah oui, mais moi, j'ai pas envie que ça m'arrive. Donc, c'est toi, c'est toi qui as levé le doigt, c'est toi qui as pris la parole, c'est toi qui est allé dans le journal pour dire ce qu'il fallait pas dire. Donc, voilà. » Et d'où la nécessité de se solidariser. Donc les journalistes en Bretagne, ils avaient fait une tribune au moment des menaces sur Inès Léraud, qui est la journaliste qui a travaillé sur les algues vertes, avant même qu'il arrive ce qui arrive à Morgane Large. Ils se sont ensuite structurés avec un organisme qui s'appelle Splan, que évidemment je vous invite à soutenir financièrement, qui fait des enquêtes très poussées, mais surtout qui a un réseau de soutien entre eux sur ce genre de choses. On crée au sein de ELV l'Observatoire des violences faites aux militants écologistes donc c'est Thomas Dossu qui est sénateur qui porte ce projet et qui est du coup un espace de veille et de solidarité et de soutien juridique et psychologique, parce que c'est pas des moments qui sont agréables à vivre, et c'est difficile après. Évidemment, quand vous êtes attaqué, et ben ça marche en fait. Vous avez peur, vous avez mal, vos proches vous disent mais il faut que tu arrêtes parce qu'en fait pour nous c'est trop dur, et vous vous retrouvez à être silencié, à être dans une situation, c'est ça qui est terrible
en fait, à se dire, oui, ils le font et ça fonctionne, alors même qu'on aimerait que ce soit pas le cas. Donc s'entraider et essayer de lutter, à mon sens, et là-dessus on compte beaucoup sur nos députés, sur le travail de l'État, parce que le procureur de la République qui dit je ne vais pas confier au juge cette affaire, et ben en fait il a une responsabilité immense et très grave. Et donc je pense que là-dessus on a pas mal de choses à faire et au sein de ELV et au-delà, on essaye de donner les moyens pour le faire. Quelque chose qui s'est passé à Nantes, je crois que c'était en 2018, parce que je pense que symboliquement, par rapport au niveau de barbarie, on est aux prémices de quelque chose de beaucoup plus grave. Une manifestation de la FNSEA devant la préfecture de Nantes, dans laquelle les militants sont venus avec des tracteurs et avec des ragondins en cage. Et devant tout le monde, la mise à mort par écrasement par les tracteurs des ragondins, en disant c'est comme ça qu'on se débarrassera des nuisibles. Ah ouais. Déjà. Voilà. Voilà, on est aux prémices de quelque chose de beaucoup plus grave. Je crois que c'était 2018. Donc Bretagne, terre de lutte depuis longtemps et on a pas mal de soucis. Donc moi personnellement, oui, j'ai été agressée verbalement simplement. Ma fille a failli prendre une claque parce qu'elle était ma fille. Donc c'est vrai que quand on s'attaque à ses enfants, ça pose toujours problème. Et toujours la difficulté, porter plainte, ne pas porter plainte, mais c'est des petites choses, alors on n'ose pas trop. Et puis l'accumulation des petites choses, ça finit par faire mal. Et sinon, je voulais revenir sur l'histoire des algues vertes, des militants engagés. Je ne sais pas si vous, tous ceux qui ont vu le film Algues vertes, vous avez entendu parler d'Yves-Marie Lelay, qui depuis des années fait des prélèvements d'hydrogène sulfuré. Donc il va sur les sites et c'est lui qui a mis quand même en route toute cette machine, lui et puis quelques autres. Et là, récemment, il vient de recevoir un courrier du préfet du Finistère lui interdisant d'aller sur les plages parce que c'est dangereux. 2018, notre association APRA Le Chabot, on s'occupe des rivières ariégeoises, on décide de réunir les associations environnementales de l'Ariège pour la première fois et de faire l'état de l'environnement de l'Ariège avec le public. 2 jours avant, la préfecture nous appelle, il y a un problème, il y a une manifestation contre vous qui est en prévision. On va vous protéger. La préfète, que vous connaissez probablement tous, qui s'appelle Marie Lajuste, nous envoie 2 compagnies de CRS pour nous protéger. Et il les a fallu, quoi. En face, ça a été assez violent. On a porté plainte. Le procureur n'a pas joué le jeu. Il a fallu attendre un nouveau procureur. Et au bout de 4 ans, on a réussi à les mettre. Ils sont passés devant le juge. Ils ont eu tous 2 mois. Alors tous, ce sont le président de la chasse, président de la FNSEA locale, la FDSEA, la présidente des JA et compagnie, quoi, les locales. Là. Ils ont eu 2 mois avec sursis de prison et des milliers d'amendes d'euros. Là, ils ont fait appel et ça va passer le 28 septembre à Toulouse. Deux jours après, le président de notre association avait le droit à un tas de fumier devant sa maison. Quand je dis un tas de fumier, c'est un tombereau avec une tête de sanglier et une banderole. Tu veux la merde? Tiens, en voilà. Et tu peux peut-être parler de la manifestation qui a été organisée le jour du procès. Voilà, le jour du procès, ouais, vite fait, ouais. Le jour du procès à Foix, la ville de Foix a été complètement fermée, hein, les administrations elles ont fermé, tout ça, c'est un jour de semaine. Et il y a eu plusieurs milliers de chasseurs, de gens de la FNSEA qui sont venus bloquer la ville avec le soutien de tous les élus du voilà, Parti Socialiste. Avec le soutien de tous les... Ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les élus locaux... C'est l'extrême droite du Parti Socialiste voilà, en Ariège. Voilà. Et qu'il a fallu pour nous une protection policière pour rentrer au tribunal, quoi. On n'avait jamais vu ça. On a été dans des allées de Robocop pour pouvoir rentrer. Les Robocop, vous les connaissez, hein, on les a vus tous. Mais là, ce jour-là, ils nous protégeaient pour qu'on puisse accéder au tribunal et pour pouvoir témoigner, quoi. En présence de Christiane Lambert, qui avait fait le déplacement, et qui est la présidente du COPA et de la COGECA, c'est-à-dire la fédération des syndicats type FNSEA à l'échelon européen.
Et Willy Schren. Et Willy Schren, bien sûr, qu'on connaît, inénarrable. C'est bien quand je vais venir chez toi bientôt, là. Encore une? Alors, il existe un mécanisme juridique qui est précisément conçu pour forcer l'action publique et donc l'enquête en cas de classement sans suite. Et c'est la plainte avec constitution de partie civile à laquelle simplement on joint le classement sans suite et qui force, auprès du juge d'instruction, qui force le juge d'instruction à déclencher l'enquête publique et ensuite il décidera d'avoir un non-lieu ou pas, selon s'il y a lieu à un procès ou pas. Et ma question c'est, donc vous avez tous ces classements sans suite suite à des plaintes, pourquoi est-ce que vous n'exercez pas la plainte avec constitution de partie civile? Parce qu'on est épuisé. Des milliers d'euros. Parce qu'on est épuisé. Et je vous disais, leur stratégie, c'est l'épuisement et l'assèchement financier. Parce que je ne vous parle pas des coûts d'avocat que je suis obligé de supporter pour essayer de contraindre le procureur de la République de ne pas classer sans suite et de nous délivrer le rendu des enquêtes. C'est-à-dire que je ne sais même pas ce qu'il y a dans l'enquête pour le classement sans suite. Donc on est fatigué et c'est pour ça que j'ai salué mardi soir l'initiative de la FEV qui, dans ses statuts, prévoit désormais le terme consacré c'est SC en justice et qui va nous aider et qui va nous permettre peut-être de passer des barrières qu'on n'arrive pas à passer. Après, c'est sans doute moins fatigant de collectivement supporter ces coûts d'avocat que de vous-même subir les... Juste une petite anecdote. Moi, je portais plainte avec constitution de partie civile suite à la première manifestation de Sainte-Soline où j'avais saisi l'inspection générale de la gendarmerie nationale parce que j'ai été matraquée lors de la manifestation. Ça a été classé sans suite. J'ai porté plainte avec constitution de partie civile. Ça m'a coûté 3 000 € de mise en séquestre, quelques milliers d'euros d'avocat, et pour l'instant, rien ne se passe. Parce que ça prend des années. Des fortunes. Donc c'est ça aussi. Donc il faut pouvoir supporter. Je vais enfin passer la parole à Erwan, puisque Erwan, on a bien vu avec tous ces témoignages, et je vous remercie tous, et je suis désolée des quelques frustrations qu'on crée toujours quand on ne prend pas toutes les prises de parole. On voit que l'État est complice, encourage les agressions sur les écolos, et s'en prend, en s'en prenant lui-même aux militants, main dans la main avec la FNSEA, mais pas que. Quelle est ton analyse sur ces retours d'expérience, et qu'est-ce qui se passe sous nos yeux, et qu'est-ce que ça signifie tout ça? Alors, première chose, évidemment, les témoignages, et on pourrait en avoir beaucoup d'autres, dont vous faites état, me rappellent, moi, personnellement, des choses que j'entendais dans les années 90 et 2000, surtout dans les milieux antifascistes. Je vous le dis rapidement, on a eu un passage au cours des années 2010 où le nombre de syndicalistes dans le monde qui étaient tués chaque année était assez déplorable, autour de 200. Aujourd'hui, la majorité des gens qui sont tués dans le monde, ça a été rappelé, sont des militants écologistes. On est donc passé dans une nouvelle ère, je dirais un nouveau type de conflit. Pourquoi je parle de conflit? Parce que je pense que nous sommes dans un état pas avec majuscule, un état, un moment, une ère, E accent grave RE, assez nouvelle, que pour ma part, j'essaie d'écrire depuis pas mal d'années à travers l'étude de l'extrême droite, mais pas seulement. Et c'est bien là qu'on parle bien de barbarie au pluriel. On parle d'un phénomène qui est à la fois un phénomène de montée de conflit, une conflictualité mise en œuvre, orchestrée et mise en avant, dans laquelle les écologistes n'ont pas toujours le beau rôle, et souvent sont plutôt victimes co-belligérants ou belligérants. Et ce que j'appellerais ces faits d'agression, car ce sont des faits, d'agression physique ou verbale ou autre, que moi je vois dans d'autres domaines, puisque vous l'avez compris, c'est un des domaines dans lesquels on essaie de voir où en est-on de l'écologie de la barbarie. Il y en a quelques autres, il y en a un certain nombre d'autres. Et donc ces faits d'agression qui sont réels, qui sont supportés par tout un tas de gens aujourd'hui, qui sont de plus en plus nombreux. Il ne faut pas être grand clair pour le deviner, le voir. On le voit dans tout un tas de domaines, et pas seulement l'antisémitisme, pas seulement les questions de racisme, voire même de moins en moins, les Français et les Européens sont de moins en moins racistes d'après toutes les grandes enquêtes. Par contre, on a de plus en plus de faits orientés vers un certain nombre de personnes. Et ça, cette conflictualité qui est mise en scène me fait penser que nous sommes dans un état de guerre d'influence. Il y a, depuis les années 70 et 80, une nouvelle droite, ça s'appelle comme ça, c'est le nom qu'on lui donne, nouvelle droite, dont Éric Zemmour est le dernier avatar, dont un certain nombre, Bruno Maigret, Jean-Yves Le Gallou, etc., quand on étudie la question de l'extrême droite, cette nouvelle droite a, depuis les années 70, fait ce qu'on appelle son gramscisme à elle, une sphère d'influence, une sphère
un imaginaire qu'elle a voulu développer. C'est cela que l'on pourrait nommer la source de ces barbaries au pluriel. Cette barbarie, pour moi, elle a deux visages. D'abord, une violence active. Alors, je sais, nous sommes dans des pays qui se sont calmés depuis les années 70 en termes de violence politique. Hein. Je vous rappelle que les dissolutions en 1973, le 21 juin exactement, c'est celle de Ordre Nouveau et des jeunesses communistes révolutionnaires qui se bagarrent à grands coups de manches de pioche et de casques. Et Jean-Marie Le Pen organise la contre-offensive. C'est à la salle de la Mutualité. Pourquoi je vous dis ça? C'est la création du Front National de Jean-Marie Le Pen. C'est la dissolution, la grande dissolution des JCR qui donneront plus tard la LCR. Et c'est à ce moment-là, voilà comment et pourquoi on dissout des organisations. Aujourd'hui, quand on dissout des organisations, et tous les chercheurs dont je suis vous le diront, ça ne sert à rien. C'est même absurde de dissoudre les organisations, par exemple d'extrême droite, et donc on se demande pourquoi ils veulent dissoudre les soulèvements de la Terre qui sont un mouvement. Au-delà de ça, il y a donc d'un côté une violence active. Cette violence active, elle a un nom. Ça s'appelle les fasci, F-A-S-C-I. C'est de là que vient le mot, vous le savez, fascisme, dans l'Italie des années 20. Les fasci, ce sont les groupes d'hommes qui vont dans la rue combattre, manches de pioche ou autres armes à la main, les communistes à l'époque. Aujourd'hui, c'est en Inde, des centaines et des milliers d'hommes qui vont combattre les non-hindous. C'est aux États-Unis, c'est au Brésil, c'est en Russie, etc., etc. Ce fascisme-là, ce fasci, est en train de reprendre place dans nos sociétés. En Italie, en Espagne, la plupart des pays européens sont aujourd'hui touchés, et plus seulement les pays lointains. Je vous rappelle que l'Inde est aujourd'hui un pays fasciste et qui se réclame comme tel. Les écrits du RSS, Rashtriya Shivsena, et du BJP en font état. Deuxième chose, l'imaginaire. Et c'est sur l'imaginaire que les écologistes sont aujourd'hui les principaux adversaires, principaux ennemis pour ces gens-là. C'est pas sur la question de l'organisation armée. Hein. Les écologistes sont, pour le coup, toujours très démunis dans ces combats-là. Par contre, sur l'imaginaire, contrairement aux antifascistes, par exemple, à une époque, aujourd'hui, l'antifascisme n'est plus capable de tenir tête dans les rues à tout un tas d'organisations qui se réclament du fascisme. Par contre, sur l'imaginaire, on voit bien que là, il y a un grand combat en cours. Et c'est pour ça que, quelque part, ce qui vient de nous être raconté n'est pas anodin. C'est-à-dire qu'il y a des recoupements au sein des structures de ce qu'on appelle la fachosphère, historiquement, 3000 sites internet, quelques centaines de personnes rémunérées pour animer ces réseaux. La fachosphère existe, elle existe depuis les années 2000 à peu près. Elle se développe et ces dernières années, elle a même grignoté énormément, notamment au sein du monde écologiste. Les anti-vax, les anti-pass sont passés avec armes et bagages pour une partie d'entre eux. Chez les colibris, on voit bien qu'un certain nombre de fachos sont venus s'installer, fachosphère, au sein des colibris même, de Pierre Rabhi, etc. Je ne dis pas que Pierre Rabhi, lui, l'était en quoi que ce soit, au contraire. Je dis qu'il y a des gens qui se sont, depuis les années 90 et 2000, qui se sont instillés dans... Là, il y a un combat d'imaginaire qu'il faut mener avec les moyens et avec la conscience de où en est-on. Quand on parle d'écologie ou barbarie, on est bien dans une forme de combat, je dirais, des imaginaires bien sûr, mais un combat de civilisation. En face, nous avons les gens qui sont clairement antisociaux, anti-écolo et anti-société au sens global du terme. Je suis sociologue et pour moi, il y a là quelque part, quand je parle de fin de civilisation, on parle du civisme, le civisme. Et ce qu'ils détestent, c'est ça. C'est le civisme, justement. C'est ce côté où des citoyens se prennent en charge et vont développer une vision du monde et vont se mettre au service, de façon non violente, de cette vision du monde. Eux, ils ont une vision complètement différente. Et dans la crise de civilisation que nous connaissons, qui est plus globale, qui est plus large, que je ne vais pas ici redétailler, cette crise du sens global, eh bien, il y a deux nouveaux clivages qui viennent remplacer ce qu'on a appelé les clivages gauche-droite, qui n'était pas tout à fait un clivage, qui était une opposition de bloc, mais soit. Parmi ces clivages, il y a clairement le clivage, on l'a évoqué, terrien contre antisocial. Clairement. Il y a les terriens d'un côté, ceux qui disent qu'il faut préserver la grande crise, c'est celle de l'humanité, c'est celle de la survie de l'humanité dans les 30, 40, 50 ans qui viennent, c'est ça la crise principale. Puis il y a ceux qui disent non, la crise principale, c'est la crise identitaire. C'est pourquoi les Arabes nous déferlent dessus, c'est etc., etc. Et là, on a un vrai clivage. Ce vrai clivage, ça fait 30 ans qu'il existe en réalité. Et c'est pour ça que ça fait, on est quelques-uns à dire depuis 30 ans, ça sera facho ou écolo à la fin. Le vrai clivage, c'est plus gauche-droite, c'est plus Macron qui pèse moins de 20% de la société en termes d'imaginaire. Les deux imaginaires, d'après la plupart des enquêtes qui sont menées, qui sont aujourd'hui majoritaires, le premier c'est l'imaginaire social-écologiste,
environnement, écoféminisme, etc., etc. Et l'autre imaginaire, c'est celui de la protection, de l'identitarisme, etc. Donc là, on a deux imaginaires qui sont véritablement en lutte pour la prééminence, c'est-à-dire l'influence sociale. Je dirais que ce dont on est en train de parler là, c'est le fait que ces imaginaires se composent dans des territoires donnés. Dans les métropoles, ça va, on est plutôt tranquille, les social-écolos sont plutôt majoritaires, ils viennent pas trop nous embêter. De temps en temps, quelques fachos viennent faire le coup de poing, mais globalement, en termes électoraux, en termes politiques, en termes sociétal, dans les métropoles, on est à peu près chez nous. Hein. Social-écolo, et on est très majoritaire. Hein, la femme de 35 ans peut se promener avec ses 2 enfants, gagner 2500 € par mois, voter écolo à la fin du mois et tout va bien. Dans les territoires que j'appellerais intermédiaires, alors il y a les villes moyennes qui posent aujourd'hui problème, et c'est pour ça que je pense que 2026, il faudrait que les écolos se préoccupent des villes moyennes, c'est-à-dire des villes entre 20 et 50 000 habitants maximum, parce que c'est là qu'on va démontrer que oui ou non on est implanté sur des territoires qui ne sont pas seulement des idéopoles. Des idéopoles, c'est des métropoles dans lesquelles les gens votent non plus sur les critères économiques et sociaux, mais aussi sur leur vision du monde, hein, notamment écologiste. Et donc les villes moyennes, et puis il y a les périphériques, les territoires périphériques. J'ai presque envie de vous dire, ne vous inquiétez, enfin, ne vous prenez pas trop la tête, c'est déjà perdu. Quelque part, ce sont les territoires qui ont fait l'expérience absolue de la droitisation du monde. C'est les pavillons dans lesquels la télé est plus grande que chaque fenêtre. C'est les pavillons de banlieue où on a besoin de 2 ou 3 voitures pour pouvoir faire quoi que ce soit. C'est là où les adolescents ne peuvent rien faire sans leurs parents. C'est là où, quelque part, aux États-Unis dans les années 60, 50-60, et en France à partir des années 70, on a droitisé le monde. C'est là aussi où on crée des villes privées, des villes inaccessibles, où il n'y a pas de transport en commun, où il n'y a pas de service public, où on laisse les gens avec eux-mêmes pour bien les mettre dans l'idée que l'individualisme est la seule voie pour la personne humaine. Ces territoires-là sont ceux où, évidemment, le vote Rassemblement National, mais aussi le vote de droite dur et le plus fort, le plus stable, c'est les gens qui ont perdu, ou bien c'est les gens qui sont carrément hors société, hors monde. Et puis il y a les ruralités. Et c'est les territoires, je dirais, où le combat a lieu de façon la moins visible, mais la plus efficace et la plus nette. Et c'est pour ça que je pense que c'est important d'en parler. C'est là où et les écologistes dans certaines ruralités, on peut penser à la Drôme, hein, tu es élu dans la Drôme parce que les écologistes font de très bons scores dans la ruralité drômoise, dans la ruralité iséroise autour de Grenoble, c'est pareil, il y a des tas de villages où il y a des maires qui sont vaguement écolos. Il n'y a pas d'extrême droite dans ces villages-là. Parce que ces ruralités se vivent dans des réinventions, dans des solidarités, dans tout un tas de choses. Elles existent, ces ruralités. Et puis, dans des alternatives qui s'inventent beaucoup plus facilement parfois là que dans les villes. Donc on a ces ruralités, il ne faut pas les oublier. Elles sont même un endroit où nous pouvons réinventer. Ça a même été un projet écologiste des années 70, réinventer la vie dans des endroits comme cela. Ça, c'est une première chose. Il y a là donc un motif d'espoir et un motif de combat, je dirais, qui correspond bien aux écologistes. C'est un combat au jour le jour. C'est pas un combat avec des armes, etc. C'est un combat de, oui, je vais faire une recyclerie, oui, je vais faire du bio, oui, je vais, etc. C'est un vrai combat. Après, il faut bien se dire aussi que dans d'autres ruralités, je pense à la Bourgogne, au nord de la France, certains coins de Bretagne, etc., clairement, le combat est beaucoup plus âpre, beaucoup plus dur. Et évidemment, non seulement l'extrême droite, mais la droite extrême et d'autres lobbies sont extrêmement présents. Voilà, ce sont donc des territoires de conquête, je dirais, et d'imaginaire. Quels sont les imaginaires ruraux que nous voulons mettre en avant? C'est ça la grande question. Quels sont les imaginaires ruraux que les médias vont nous acheter, hein, puisque c'est de la vente, la communication, c'est vrai, il y a un côté comme ça. Il faut communiquer intelligemment pour que les médias soient capables de nous dire « Oui, la ruralité est un lieu de réinvention du XXIe siècle. Le lieu de l'invention d'un XXIe siècle qui ne soit pas que l'effondrement, que le chacun pour soi. » Alors, en gros, nous sommes face à un combat de modèle de développement du territoire, de développement agricole, de développement alimentaire. Hein, on sait bien que ce qu'on met dans l'assiette va déterminer comment on vit, de consommation et donc de production. Hein. C'est le modèle de développement qui est au cœur de tout ça. C'est-à-dire que d'un côté, on a des gens de la FNSEA qui sont parfois clairement des salauds au sens sartrien du terme, et parfois juste des cons au sens sartrien du terme. Mais voilà, vous pouvez aller d'un côté ou de l'autre, mais dans tous les cas, il va falloir reconquérir les imaginaires aussi de ces gens-là et d'une partie de ces gens-là. Il va falloir à un moment donné leur donner à rêver que l'écologie est une solution. Pas là, parce que nous ne sommes pas dans une religion pas complètement, mais que c'est aussi une solution. Et pour ça, n'oubliez jamais que l'écologie n'est pas que le progrès, les LGBT et la défense des droits. L'écologie, c'est aussi la conservation d'un patrimoine immatériel, etc. Et ça aussi, ça peut parler à tout un tas de gens qui aujourd'hui n'écoutent pas les écolos parce qu'ils pensent que, en gros, les écolos, c'est les PD et les drogués.
Et ben non, c'est pas que ça. C'est aussi les PD et les drogués. Mais il y a des PD drogués qui font de l'agriculture biologique très très bien. Dernier point, la question des méthodes. Parce que c'est bien joli de dire, c'est pas bien, ils sont méchants, on est gentils. Ok, on est les gentils, la preuve, personne ne le sait. Enfin, tout le monde sait qu'on est gentil, mais ils ne croient pas qu'on va gagner à la fin. C'est ce que je dis régulièrement aux écologistes. Première chose, ils ont des méthodes qui s'appellent des réseaux d'influence. Et en sociologie, on apprend que rien ne se fait sans influence. L'influence sociale, c'est soit on obéit à l'autorité, les écolos n'ont pas tellement d'autorité et ils n'y arrivent pas, soit on fait du conformisme, les écolos ne sont pas conformes puisqu'ils veulent changer les choses, donc ça ne va pas marcher. Donc il y a un type qui s'appelle Serge Moscovici qui a inventé un truc, ou plus exactement il a découvert, comme Colomb l'Amérique, lui il a vraiment découvert, Serge Moscovici a découvert l'influence sociale minoritaire. Et comment ça marche? Il l'a expliqué en 79 dans un livre, il était écologiste, il était porte-parole des Verts, et je conseille à tous les écologistes depuis des années de lire ce livre pour comprendre comment ça fonctionne. Les minorités actives sont le seul moyen de changer le monde. Le seul, historiquement. Ça n'a jamais fonctionné autrement. Donc, si les écologistes sont capables de s'organiser en minorité active et de combattre avec ces armes-là, le vocabulaire, le langage, la cohésion, le soutien des uns aux autres, le fait de se reconnaître dans un dîner en ville comme écologistes, comme eux se reconnaissent comme un peu fachos sur les bords, eh bien ça fera du bien. Deuxième point, le rapport de force. Ne jamais l'oublier, à un moment donné, on a beau être gentil, sympa, etc., il y a des rapports de force dans la société. Et si on ne prend pas les rapports de force, que ce soit par le droit, comme ça a été dit, ou par moment être 50 dans une ferme qui est agressée face à 20 Coco ou Rigolo qui viennent faire les marioles, si on n'est pas capable d'être 50 et de sortir à 50 et de dire on est très non violent, mais le copain là il fait de l'aïkido, il fait du karaté et des fois il pète les. Je vous le dis, il pète les. Des fois, l'humour, le droit, et il y a tout un tas de méthodes d'action que j'appellerais la stratégie d'action non violente, parce que la non-violence n'est pas un état d'esprit, c'est une stratégie. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi j'ai toujours envisagé. C'est une stratégie. Si ça marche pas, on passe à autre chose, mais tant que ça marche, on fait de la non-violence. Hein, donc voilà, c'est une stratégie, et donc je pense qu'il faut remettre en place des apprentissages de. Et d'ailleurs, Alternativa l'a très bien fait, ALV, ils ont fait de l'action non violente, ils ont réappris comment on se. Il y a un point sur lequel on ne pourra pas le dépasser. Au départ, dans les années 90, il y a deux partis politiques qui s'occupent d'Internet et qui commencent à le développer. C'est les Verts, avec notamment un certain Yves Cochet, et les fachos, avec notamment Sanchez, etc., etc. C'est les deux qui investissent Internet en premier, en parti politique. Aujourd'hui, on s'est largement fait distancer, même si on continue de bien l'utiliser, etc., avec les réseaux sociaux, voilà. J'ai envie de dire, si tous les écolos de cœur qui sont sur TikTok, Instagram, etc., étaient un peu mieux organisés et un peu mieux, je dirais, mis en réseau, on pourrait être beaucoup plus fort. Parce que là se joue, comme tu l'as très bien dit, Benoît, se joue un élément essentiel. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, Internet, etc., ça donne un état d'esprit dans ce monde qui n'est vraiment pas supportable. Vraiment pas. Donc oui, il faut foutre sur la gueule de Elon Musk et il faut arrêter X, parce que X, ça fait quand même penser à autre chose, bref. Oui, il faut faire ça. Mais il faut aussi que nous ayons la capacité, en tant que réseau et minorités actives, de développer notre écolosphère. Il y a la fachosphère, ils sont des milliers, ils sont payés pour ça. En plus, ils ont le soutien de la Russie, des États-Unis, de tout un tas etc., etc. Il va falloir à un moment donné que, si vous voulez être les gentils, ben, vous voulez bien être les gentils, mais pas que des moutons. Hein. À un moment donné, c'est comme sur le loup. On défend le loup parce qu'on n'est pas que des moutons. Eh bien, sur Internet, il va falloir créer une écolosphère puissante. Puissante, c'est-à-dire où tout un tas de gens, c'est-à-dire la majorité de la population, pourra aller trouver de l'information sérieuse, crédible, viable, et ne plus aller sur les autres réseaux sociaux. Parce qu'à un moment donné, il va falloir aussi qu'on comprenne bien une chose, c'est que faire de la politique de l'influence, c'est prendre les médias tels qu'ils sont et les utiliser. C'est prendre les réseaux tels qu'ils sont et les transformer. Et c'est donc aussi mener une forme de combat. Non violent, mais très actif, c'est un combat. Voilà. Dernier point, ça a été évoqué, et je pense que là, je ne vais pas vous faire... Moi, je viens de passer 2 fois à l'Assemblée nationale devant la commission des lois et la commission de je ne sais plus quoi, pour expliquer en tant que chercheur comme d'autres, que oui, il y a un risque de terrorisme d'extrême droite qui est fort dans ce pays. Oui, il y a un risque de violence d'extrême droite de plus en plus fort dans ce pays. Et c'est pas des blagues. Enfin, je veux dire, il y a vraiment des victimes. Hein. Il y a Clément Méric, mais il y en a pas mal d'autres
il y a plein de victimes de ces extrêmes droites, mais il y en a aussi, ça a été dit, de la FNSEA, etc. On sait en région Auvergne-Rhône-Alpes comment Laurent Wauquiez a utilisé la FNSEA pour foutre le feu à une préfecture, c'est le préfet qui le raconte. Donc on n'a rien inventé, c'est le préfet qui raconte. Donc voilà. Donc là, il y a une coalition qui est souvent anti-écologiste parce que, je vous le redis, le vrai clivage imaginaire et donc politique et sociologique, de plus en plus, dans nos sociétés, pas seulement en France, va être celui-là, et il va être de plus en plus violent, de plus en plus dur. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une répression des mobilisations sociales et écologiques qui est proprement insupportable et qui fait un tout petit peu penser à l'Allemagne des années 30, juste avant, vous savez, ce fameux moment où il y a un type qui arrive, etc. Et voilà. Et donc je pense que ce qu'il faut absolument relever, et peut-être qu'il va falloir former une armée de juristes, c'est arrêter l'impunité. Et donc je pense que vraiment, il nous faut une armée de juristes, il nous faut des policiers à nouveau républicains, et il nous faut, comme ça a été le cas à une époque, que des militants écologistes fassent, s'ils sont jeunes, s'ils sont malins, s'ils sont intelligents, eh bien, s'il vous plaît, devenez commissaires, et pas seulement agriculteurs biologistes. Voilà. Alors, comme le veut la coutume, on a largement glissé sur le timing, mais je ne vais pas vous infliger un dépassement d'horaire. Je pense qu'on a déjà exploré énormément de choses dans ces prises de parole. Je vais juste demander à Benoît et à Marie une phrase de conclusion. Alors, la demande va être... Je vais être très bref. Forte, mais donnez-nous de l'espoir. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec tout ça? Alors, ça tombe bien parce que moi je voulais finir sur une note d'espoir. Marie Toussaint nous a dit qu'il fallait être doux et porter l'espoir. Donc on va rester dans ce ton-là. Juste deux petites choses. J'ai eu le plaisir de déposer le recours à Place Beauvau contre la dissolution des soulèvements de la Terre. J'ai pu être auditionné par le Conseil d'État au cœur du mois d'août. Et vous connaissez la réussite de cette audition. Et donc, moi, je suis toujours ému. Je suis toujours ému quand j'évoque cette séquence parce que sur nos épaules, avec Jojo, reposait une lourde responsabilité. C'est réussir à convaincre le Conseil d'État que nous ne sommes pas des violents, que nous sommes dans la désobéissance civique et donc dans le symbole. Et on l'a réussi. Donc, beaucoup d'émotions pour moi. Et surtout... l'espoir que l'état de droit n'est pas mort malgré tout dans ce pays, avec des décisions telles que celle-ci au Conseil d'État. Et puis l'autre, et c'est très bref aussi, j'ai la chance de côtoyer un ami à moi que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Michel Forst, qui a été rapporteur spécial à l'ONU sur la situation des défenseurs des droits de l'homme et qui depuis 2 ans maintenant a été mandaté sur, donc il est toujours rapporteur spécial, mais précisément sur la protection des défenseurs de l'environnement et donc l'application de la Convention d'Aarhus. Et donc, c'est à la fois encourageant, c'est-à-dire qu'on voit bien que ce sujet-là commence à prendre forme. Et je vous invite à lire son dernier rapport qui, sûrement par hasard, est sorti 2 jours après Sainte-Soline, 25 mars dernier, et pointe du doigt les violences policières en France. Et donc, on a des alliés. Et c'est ce message d'espoir-là que je veux porter au plus haut niveau, comme un rapporteur spécial à l'ONU, qui est un type remarquable. Et le message qu'il m'envoie vous dire, parce qu'il m'a chargé de vous l'envoyer, c'est que si nous avons besoin de lui tous ensemble, il se mobilisera pour venir nous défendre, y compris devant des tribunaux. Voilà, je vous remercie beaucoup. C'est quelqu'un d'absolument formidable et c'est génial d'avoir des personnes aussi haut placées aussi pour pouvoir aller soutenir les droits et l'état de droit par ailleurs. Vous donner espoir, moi, ma pointe d'espoir cette année, ça a quand même été les immenses mobilisations à Sainte-Soline. C'est en fait en quelques mois comme ça, avoir 30 000 personnes aller défendre le juste partage de l'eau, les communs qui appartiennent à toutes et tous, c'était absolument magnifique et je crois qu'on a raison d'être aux côtés des soulèvements de la Terre. Moi, ça me pose plein de questions en tant que militante écologiste en milieu rural. C'est pas forcément, je gagne pas de points
0 en fait à soutenir les soulèvements de la terre, clairement. Et on ne gagne aucun point à le faire, mais je crois que c'est juste ce combat-là, et je crois que nous devons le mener, et nous devons le mener avec conviction, détermination et de manière collective. Du coup, je vais terminer là-dessus. Sur la construction collective, tu en parlais tout à l'heure, Benoît, sur la construction de communautés, ce à quoi on fait face à nous. On est plein de personnes au sein d'Europe Écologie Les Verts, de Génération.S, des sympathisants de l'écologie politique, qui avons depuis un an initié une sorte de mouvement interne, qui c'est un groupe de travail, hein, c'est un peu plus... c'est moins joli comme nom. C'est un groupe de travail sur les questions des ruralités écologistes. Donc je voulais quand même en dire un mot ici. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir me voir et je pourrais vous ajouter dans les boucles. On est aujourd'hui 250 militants élus de toute la France qui militons dans les territoires ruraux, qui sommes intéressés sur les manières de porter un discours écologiste, de répondre aux aspirations, d'essaimer aussi sur ce territoire-là. De porter aussi l'ensemble des dynamiques qui s'y jouent. C'est ce que tu décrivais, Erwan. Il y a plein de territoires ruraux et pas forcément que ceux que tu as cités, où en fait il y a des élus, il y a des militants qui se bougent et qui sont fondamentalement écologistes mais qui ont besoin de soutien. Donc on crée cette communauté aussi. On a fait une collecte de doléances des militants écologistes pour que le parti puisse les appuyer au mieux dans les mois et années à venir, et on a besoin de ce soutien-là. Et on organise tout début octobre, du 6 au 8 octobre, les premières universités des ruralités écologistes. C'est une première étape, il y en aura chaque année, enfin en tout cas c'est ce qu'on souhaite faire dans différentes zones rurales, avec à chaque fois effectivement des problématiques qui sont différentes. Vous êtes toutes et tous les bienvenus à ces universités des ruralités écologistes qui permettent de tisser du lien, construire le dialogue, affiner nos propositions programmatiques, puisque je crois que dans le programme qui est porté par nous, il faut toujours qu'on arrive à s'adapter aussi à la spécificité des territoires ruraux dans toute leur spécificité, qui nous aidera aussi à construire un récit. On voit l'extrême droite qui est en train de se structurer autour d'un récit, autour de l'agrarisme, des campagnes immuables, de la France éternelle qui nous rappelle des jolis relents de notre histoire. Nous avons un discours à porter sur ces ruralités, et donc nous sommes en train de le construire. Et enfin, la dernière pièce, c'est aussi d'accompagner notre famille politique à incarner au mieux la diversité de ces territoires, et donc d'avoir des discours à la télévision, dans la presse nationale, etc., qui viennent aussi de celles et ceux qui habitent ces territoires. Et donc c'est un peu l'initiative, donc rejoignez-nous, et si ça vous intéresse de porter cette dynamique avec nous, et je crois que c'est un petit message d'espoir quand même. Est-ce que l'extrême droite fait de l'écologie ? Ma réponse depuis des années, c'est non, ils n'y arrivent pas. Ils ne comprennent pas, à chaque fois elle se plante, elle prend un conseiller, il dit n'importe quoi, etc., etc. Depuis quelques mois, il y a de la nouveauté. Ils ont compris que l'agrarisme, qui est en train de gagner les élections dans le nord de l'Europe, est le nouveau fer de lance. Ils ont essayé le localisme, ça n'a pas très bien marché. L'agrarisme, par contre, c'est quelque chose qui peut prendre, parce qu'en effet, ça fait la terre, les morts, le sang, etc., etc. Ça raconte, ça jaillit d'une très vieille histoire française. Donc, mon dernier mot, ce sera celui-là. Il faut récupérer la terre pour en faire autre chose que ce qu'ils veulent en faire. Voilà. Et donc, il faut que les écologistes reprennent pied sur terre. Merci. Merci déjà à tous les trois pour ces échanges riches et enrichissants. Alors, vous l'avez vu, en 1h30, on n'a pas du tout le temps de faire le tour de la question. Ça tombe bien, avec l'Institut Cité Écolo, on a prévu d'autres séminaires sur la question écologie et barbarie pour poursuivre le travail. Vous trouverez les dates sur notre site internet si vous le souhaitez, si ça vous intéresse. Et puis on a fait un petit tract pour continuer d'en parler. Et puis c'est aussi ce qu'on s'attellera à faire en tant que parlementaire, et nous continuons à travailler là-dessus. Et vous nous retrouverez d'ailleurs tous les trois aux universités des ruralités écologiques, puisque on ne lâchera pas l'affaire. Merci tout le monde. Juste à côté, il y a un atelier qui n'est pas au programme, qui est la sécurité sociale alimentaire, c'est juste à côté.